Coucou mes petits Targaryens, on a eu droit à un sacré 6ème épisode, c'est presque une nouvelle saison avec plein de nouveaux acteurs, plein de belles nouvelles intrigues et on va analyser et décrypter tout ça. Ça y est, on a passé la mi-saison et on a eu un changement radical du casting avec nos deux nouvelles actrices qui jouent Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower. Donc c'est Emma Darcy et Olivia Cooke. Alors je trouve que Olivia Cooke est vraiment super dans son rôle, mais Emma Darcy, je trouve que son personnage est vraiment incroyable quoi. Elle a autant de bagou que Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen. Je trouve cette actrice incroyable. En plus je l'ai déjà vu en interview et son personnage est radicalement différent de qui elle peut être. Voilà, je trouve que vraiment au niveau de la performance d'actrice, ça a tout de suite effacé un peu la petite déception de ne plus voir Millie Alcock dans le rôle de Rhaenyra. Je trouve cette actrice absolument incroyable. Le personnage est génial, l'actrice est géniale, donc voilà, jusqu'ici tout va bien. Et j'aime beaucoup qu'on la découvre dans cette scène où elle accouche. C'est évidemment une scène assez forte et assez intense. Tout de suite, ça brise avec le côté un peu innocent que pouvait avoir Rhaenyra il y a 10 ans. Parce qu'il y a eu un bond dans le temps du coup de 10 ans. Et je trouve qu'on marque très bien ce passage parce qu'on voit que les personnages ont été transformés. Donc Rhaenyra est transformée déjà par sa maternité. Tout ce côté un peu innocent se disparaît totalement dans cette première scène. Et Alicent, elle est complètement rentrée dans le rang. Quand elle était jeune, on voyait qu'elle était totalement torturée, malmenée par tous ces adultes qui la poussaient à remplir son devoir, aussi horrible soit-il. Mais là on voit qu'elle est complètement rentrée dans le moule, qu'elle a pris à cœur sa tâche de reine et qu'elle compte bien défendre ses intérêts. Donc ouais, j'aime beaucoup cette première scène où Rhaenyra est convoquée pour présenter son bébé. Il y a beaucoup de plans séquences qui nous permettent de la suivre, elle et Laenor Velaryon, dans cette espèce de un peu de marche de la honte où elle vient d'accoucher et elle veut quand même montrer à Alicent que c'est pas normal de convoquer son bébé, donc elle décide d'y aller elle-même en laissant une traînée de sang derrière elle. J'aime beaucoup la complicité aussi qu'il y a entre les deux acteurs, Laenor Velaryon et Rhaenyra, et j'adore le moment où il dit ça a fait mal, et elle le regarde. Genre elle lui jette un regard noir que voilà, j'ai trouvé super. Et puis évidemment ça amène les premiers gros bouleversements scénaristiques de cette deuxième partie de saison. Le plus gros changement est évidemment un nouveau casting puisque Rhaenyra et Alicent ont eu des enfants. Je vais revenir un petit peu en détail pour que ce soit bien clair pour tout le monde sur ces différents enfants. Donc on nous laisse très clairement sous-entendre évidemment que Laenor Velaryon, étant homosexuel, c'est pas lui qui a fait des enfants à Rhaenyra, mais c'est bien son amant Harwin Strong, voilà, qui est le fils de la main du roi. Et ce qui me permet enfin aussi de parler d'une chose, pour ne pas spoiler, je ne pouvais pas en parler. Pourquoi je trouvais ça intéressant du coup que les Velaryon soient noirs contrairement dans les livres où ils sont blancs. C'est parce que dans les livres, les Velaryon sont blancs avec les cheveux, sont blancs de peau avec les cheveux argentés comme tous les descendants de Valyria, et Rhaenyra a des enfants avec les cheveux noirs. Là on suspecte qu'effectivement ce ne sont pas les enfants de Laenor Velaryon. Mais là, le fait qu'on ait affaire en plus à des acteurs qui soient de couleur peau noire, on voit très clairement que ce ne sont pas les enfants de Laenor. Et donc, ça a été intéressant de caster et intelligent de caster des acteurs de couleur, puisque ça appuie sur cet élément scénaristique qui est de savoir et de voir visuellement si la descendance est bien celle de Laenor Velaryon. L'histoire de couleur de cheveux, c'est un truc qui est assez récurrent dans Game of Thrones, notamment, alors c'est ce qui lance toute l'intrigue de la saison 1. On se rend compte que Robert Baratheon, le roi, n'a que des enfants avec des cheveux noirs et que le fils qu'il est censé avoir eu avec Cersei Lannister est complètement blond. Et d'ailleurs dans les livres, Rhaenys Targaryen, donc la mère de Laenor Velaryon, donc une Rhaenys Velaryon, sa mère est une Baratheon. Et dans les livres, elle a les cheveux noirs parce que les Baratheons ont ce trait caractéristique des cheveux qui
qui domine toutes les autres couleurs de cheveux. Bon, évidemment là dans la série, pour que ce soit plus clair et montrer que c'est une Targaryen, ils lui ont mis les cheveux blancs, donc ça j'ai trouvé ça très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous montrer voilà, que ces histoires de couleur de cheveux et couleur de peau, c'est assez intéressant, et d'ajouter du coup la pigmentation de la peau dans l'affaire, je trouve que voilà, c'est un ressort scénaristique très intéressant. Au-delà aussi d'apporter un peu de diversité à cet univers. Alors effectivement, on est presque heureux pour Rhaenyra qu'elle ait trouvé un amant. On comprend avec Laenor qu'il s'est passé une sorte de pacte, et on comprend aussi tout à fait que ça pose problème à la cour. Parce que est-ce que ces enfants sont réellement des Targaryens et peuvent être considérés comme des Targaryens, puisque ce sont dans l'univers de Game of Thrones, si on affirme que ce sont des enfants de Harwin Strong, ce sont des bâtards. Et les bâtards ne sont pas censés avoir des droits ou des prétentions sur des terres, sur des seigneuries et tout ça, voilà. Donc nous, effectivement, on a aussi, je pense, en tant que spectateur, ce rapport de se dire, on s'en fout, ces enfants, voilà, elle met qui elle veut sur le trône, quand elle sera reine, elle peut faire de n'importe qui son héritier. Mais il y a aussi toutes les conséquences que ça peut avoir, et on imagine bien que si on met un bâtard sur le trône, il y a beaucoup de seigneurs qui peuvent se soulever et puis décider de soutenir plutôt la branche Alicent Hightower avec ses enfants. Le dernier fils de Rhaenyra s'appelle Joffrey, c'est Laenor qui choisit le prénom. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais Joffrey c'est le prénom de son amant qui a été massacré par Criston Cole pendant le mariage de l'épisode juste avant. C'est pour ça qu'il s'appelle Joffrey, et qu'elle lui dit pourquoi j'ai pas mon mot à dire, parce que c'est pas un prénom très Targaryen. Alors Alicent Hightower a également 3 enfants. Aegon, qui nous est présenté comme une espèce de débilos, pas très fut-fut, voilà, il a un peu des vibes de Geoffrey je trouve pour l'instant ce qu'on nous fait ressentir. Elena, qui est cette petite gamine qui est un petit peu bizarre, en fait Alicent elle a que des enfants bizarres pour l'instant. C'est peut-être le fait que leur père soit pourrissant qui a affecté leur cervelle, je ne sais pas, mais voilà, je trouve ça intéressant qu'on montre que tous les enfants de Alicent sont un petit peu bizarres, et donc cette fille Elena, je la trouve super bien castée, elle est en train de tripoter, de parler d'insectes, enfin on sent qu'elle est bizarre, elle est dans un délire un petit peu spécial. Et alors c'est un personnage qui n'est vraiment pas développé, pas beaucoup, il se passe des choses évidemment importantes avec elle, mais ce n'est pas un personnage qui est extrêmement développé dans sa personnalité dans les livres. Et là, alors je ne vais pas spoiler, mais à un moment elle dit quelque chose, comme ça dans son coin, qui est prophétique en fait. Et je me demande s'ils vont pas en faire en fait une vervoyante, comme son père Viserys, le roi, qui a des visions et tout ça, et ben je pense que c'est sa fille qui a hérité de ça, voilà. Elle est un petit peu bizarre parce qu'elle a ce truc là, je pense qu'elle va faire des rêves et tout ça. Donc je trouve ça très intéressant qui donne cette caractéristique à ce personnage qui n'avait pas ça dans les livres. Et enfin on voit le troisième enfant qui se fait un peu bully, c'est Aemond, qui lui est fasciné par les dragons et qui est le seul du coup de la lignée pour l'instant à ne pas avoir de dragon. C'est légèrement évoqué, je pense qu'on y reviendra, mais effectivement il y a pas mal de nouveaux chevaucheurs de dragons qui nous sont présentés. Pour les fils de Rhaenyra, donc il y a Jaehaerys et Lucerys, qui eux ont 2 dragons. On voit le petit Vermax et on l'a pas vu mais il y a un autre petit dragon qui s'appelle Arax. Les 2 fils de Rhaenyra ont des dragons. Le fils de Alicent, Aegon, a un dragon qui s'appelle Sunfire. J'ai hâte qu'on le voit parce que c'est un dragon absolument magnifique. Sunfire, un dragon complètement doré. Et Elena aussi qui est un petit peu bizarre. Elle aussi elle a un dragon. C'est un énorme dragon, un vieux dragon qui a appartenu à Rhaela Targaryen, qui s'appelle Dreamfire. Tout ce beau monde a des dragons. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec tout le monde qui est en conflit politique avec des armes de destruction massive, voilà, bon. Au total, je crois qu'on verra 17 dragons dans la série. On en voit un aussi d'ailleurs dans Fausse Dragon, j'ai beaucoup aimé cette représentation de Fausse Dragon, l'espèce d'écurie géante, très sombre, très inquiétante, dans lequel du coup ils élèvent leurs dragons. Avec cette espèce de terrier, parce que dans mon imaginaire c'était vraiment ça, les dragons ils se creusent des terriers dans les grottes. Voilà, et j'aime beaucoup aussi cette représentation des espèces de bergers de dragons qui sont mutilés, balafrés. Dans les livres, on dit que c'est 77 chevaliers qui ont été choisis, qui sont dans des belles armures et tout, mais je trouve toujours trouvé ça un petit peu bizarre. T'es pas en armure pour élever un dragon en fait, t'es comme un éleveur de chevaux quoi, voilà, donc j'aime bien ce côté pratique que peuvent avoir ces personnages là. Donc c'est clair que c'était un épisode très, voilà, pour présenter plein de personnages, mais j'aime beaucoup parce que on voit du coup les liens qui sont créés entre Criston Cole et Alicent Hightower, et ce que j'aime beaucoup vraiment, ce que je trouve très important dans cet épisode, c'est de voir à quel point les adultes reportent leur conflit sur les enfants. Il y avait déjà Otto Hightower qui avait complètement poussé Alicent à être dans la méfiance, à se préparer à la guerre dans l'épisode juste avant.
avant. Et là on voit qu'elle reporte complètement ça sur ses enfants. Elle est même pas choquée de voir son fils se masturber, elle lui dit juste voilà, prépare-toi à la guerre, t'es en danger, alors que lui il a l'air d'être un ado complètement paumé, mou, il est complètement au-dessus de ça, mais voilà, on voit qu'elle reporte sur ses enfants ce genre de conflit. Tout comme Sir Kristen Cole et Sir Arwen Strong reportent leur conflit en poussant leurs écuyers à se battre de manière violente. Pour l'instant, ces petits jeunes là, c'est presque des marionnettes. Il va encore y avoir un saut dans le temps, je suis navré de vous l'annoncer. Bon, ils seront de nouveau recastés avant que la timeline se stabilise. Mais voilà, j'aime beaucoup cette idée de marionnettes et de tout le monde entraîne les suivants dans un conflit quoi. On va voir si ça va dégénérer ou pas, je ne sais pas, écoutez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un petit détail, mais les livres laissent beaucoup plus d'ambiguïté sur est-ce que les enfants Strong sont des bâtards ou pas. Donc vraiment c'est une théorie que je vous donne qui est totalement personnelle et qui ne s'appuie sur absolument rien, mais je me demande du coup, puisqu'on est resté sur un cliffhanger à la fin du dernier épisode, de savoir est-ce que Rhaenyra a pris du thé de lune ou pas pour avorter. Du coup je me demande si Jaehaerys, elle l'appelle Jace pour simplifier, Jaehaerys n'est pas le fils de Kristen Cole. Parce qu'en plus, alors, Arwen Strong il a les cheveux frisés et le deuxième fils de Rhaenyra a les cheveux frisés, alors que le premier a les cheveux lisses comme Sir Kristen Cole. Voilà, c'est une théorie que j'avance, mais j'aime bien cette idée, voilà, je trouve ça intéressant. Et donc ouais, c'est un peu la merde quoi, c'est un peu la merde parce que elle pourrait être déshéritée, et Arwen Strong pourrait s'être fait tuer si cela s'apprenait. Ce qui nous amène à la mort terrible à la fin de l'épisode de Arwen et Lionel Strong. Lionel Strong qui devenait, je pense, vraiment dans l'esprit des gens un des favoris des fans, voilà. On se dit c'est la main du roi parfaite. Ouais, je vous laisse évidemment dans les commentaires essayer de deviner qui sera la nouvelle main du roi, voilà, suspense. Et ouais, c'est terrible, mourir par le feu comme ça, et donc c'est la révélation aussi d'un grand méchant qui est très ambigu, et pareil dans les livres, on ne sait absolument rien de ses ambitions, de ce qu'il veut, donc c'est évidemment totalement de la théorie que je vais vous donner là aussi. Larry Strong fait assassiner son père et son frère. Dans les livres, c'est supposé que ça peut être Daemon qui fait ça, c'est aussi supposé que c'est Viserys qui les assassine parce qu'en fait il a peur de la réaction si on apprend effectivement que ses petits-fils sont des bâtards. Et donc il les fait assassiner pour faire taire les rumeurs. Après j'aime beaucoup dans la série qu'il soit resté sur ce personnage qui est dans le déni en fait. Il aimerait que tout se passe bien, il aimerait que quelque chose se fasse, et en plus c'est horrible parce que pour le coup là dans cet épisode on le voit vraiment s'affaiblir physiquement et être toujours dans ce déni que tout va bien, il n'y a pas de conflit et tout ça, alors qu'on voit en même temps les conflits prendre encore plus de place à l'écran. Je crois que dans les premiers épisodes, il avait cette attitude de oh tout va bien, on se calme, on prend pas de risques, on fait de mal à personne, moi je veux un règne de paix, et plus sa condition se dégrade, plus les conflits prennent de la place dans l'histoire, et lui sa parole de tout va bien, arrêtez de nous disputer, commence à s'amenuiser. Ah c'est vraiment une descente aux enfers assez pitoyable qu'il a ce roi, je le trouve toujours aussi chouette, Patty Considine, mais voilà, il fait vraiment de la peine quoi. Et donc ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ça joue bien et que c'est bien foutu. Moi ce qui m'a juste un peu dérangé, c'est bon, il y a quelques CGI qui sont pas dingues, hein, voilà, certains passages avec les dragons, après je vous dis moi je m'en fous, hein, du moment que tu me racontes une histoire qui est bien. Et toute la ville de Pentos, c'est une ville assez iconique et j'aurais aimé qu'elle soit plus impressionnante en images. Il commence à y avoir pas mal de localisations différentes, et je trouve que l'idée de la carte et du générique avec la carte qu'avec Game of Thrones qui nous montre où on se situe sur le continent, ça manque un peu du coup. Je pense qu'on risque de se perdre avec le nombre de localisations qui vont se développer, voilà. Et aussi, chose intéressante, il y a toute une partie sur Daemon qui s'est beaucoup plus assagi depuis qu'il est marié. Et malgré tout, justement, à Pentos, on sent que dès qu'on lui fait une proposition pour gagner du pouvoir, on sent le vieux Daemon qui ressurgit et qui a l'appât du pouvoir et du gain. Voilà, il a bien été recadré par sa femme qui du coup a une des scènes très marquantes de cet épisode, Lena Velaryon du coup, qui a une scène de mort assez chouette. Alors déjà ça y est, on découvre Vhagar qui est le plus gros dragon en vie. J'ai beaucoup aimé son design. Je trouve qu'il a vraiment une espèce de tête de crocodile avec des yeux jaunes. On voit qu'il est vieux parce qu'il a une espèce d'énorme gorge qui pend comme ça. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé le design de Vhagar. Vhagar c'est le dernier dragon de la conquête d'Aegon le Conquérant encore en vie. Ouais, il n'y a plus Balerion qui était le dragon de Viserys, le roi qui est mort une année après qu'il ait commencé à le chevaucher. Et Meraxes, le troisième dragon, a déjà disparu, mais je ne vais pas spoiler parce que sa mort est très intéressante. Voilà. Donc il ne reste que Vhagar, c'est le plus gros dragon en vie,
Et dans les livres, alors qu'elle n'arrive pas à accoucher, Lena Velaryon, elle court vers Vhagar pour essayer de le chevaucher une dernière fois, mais elle meurt sur le chemin en fait, voilà. Et là, je trouve ça intéressant que ce personnage, cet épisode, ils lui ont vraiment donné une fierté valérienne, où voilà, elle arrête pas de dire à Daemon qu'il descend d'une grande lignée, voilà, elle incarne un peu ce mythe valérien d'être supérieur, et du coup elle décide de mourir de manière flamboyante, voilà, c'est presque, je pourrais presque imaginer une ancienne tradition valérienne de mourir comme ça par le feu de son dragon. Je trouve ça très intéressant, même pour Daemon, je trouve que la scène est très forte, ça marche très bien. Genre de refuser de mourir à genoux, mais de mourir par le feu, par les flammes, c'est très très Targaryen tout ça. Oui, j'aime beaucoup aussi du coup les deux jumelles de Daemon, Baela et Rhaella. Je ne sais pas si vous avez compris, du coup il y a une des deux jumelles qui a un dragon, et l'autre jumelle, son œuf n'a jamais éclos. Voilà, ça fait 8 ans. Je crois que c'est Baela qui du coup voudrait absolument un dragon. Un dragonnier ne peut se lier qu'avec un seul dragon. Voilà, une fois qu'il a trouvé sa monture, il restera toute sa vie avec lui. Par contre, s'il meurt, le dragon, lui, peut avoir plusieurs cavaliers. Je trouve ça bien cette scène où on sent qu'il y a un lien entre Vhagar et Lena. Et elle lui demande, elle lui dit Dracarys, Dracarys, et il ose pas, il veut pas. Dans les yeux dragon, dans ce visage-là, on voit qu'ils ont une relation assez forte. Ouais, non, j'ai trouvé ça très chouette. C'était les éléments les plus importants de cet épisode. Je trouve que le passage le plus intéressant, c'est cette espèce de plan séquence où Rhaenyra va voir Alicent, parce que chaque pas qu'elle fait, on le vit avec elle comme c'est un plan séquence. J'ai beaucoup aimé les tensions, j'ai beaucoup aimé l'humour. C'est clair que c'est un épisode presque d'exposition parce qu'il y a plein de nouveaux personnages, mais je vous jure que cette fin de saison va s'accélérer et que ça risque d'être plus intense que vous ne le croyez. J'ai très hâte de voir la suite, et de toute façon je vous dis à mardi prochain pour un débrief de l'épisode 7 de House of the Dragon. Alors je finirai juste aussi sur une petite anecdote. En ce moment tourne beaucoup sur les réseaux un extrait de la saison 3 ou 4 de Game of Thrones où on voit Joffrey Baratheon faire une visite du grand septuaire de Baelor à Margaery Tyrell, et il lui parle de certains détails qui spoilent totalement la fin de House of the Dragon. Donc mon conseil, si vous voulez vraiment apprécier House of the Dragon, c'est de ne pas vous replonger dans Game of Thrones, parce que vous allez avoir un méga spoil qui va totalement vous gâcher la surprise. Donc si vous tombez sur une story où vous voyez la gueule de Joffrey Baratheon, zappez et passez à autre chose. Let's go, le feu et le sang!